Jean-Marc, est-ce que tu m'entends? Non, c'est magnifique. On t'entend, on te voit, et puis tu as un magnifique décor derrière toi. C'est pas de l'écran vert, hein, t'es vraiment à Chicago, tu nous confirmes. Oui, exactement. Ben, tu sais, tout est un peu spectaculaire ici, de l'extérieur à l'entrée. C'est l'aréna des Blackhawks de Chicago au hockey, ici en Amérique du Nord, qui a été envahi par les démocrates. Il y a 50 000 personnes à Chicago, mais il y a une vingtaine de mille qui viennent ici le soir assister à la convention. Hier, c'était un peu électrisant de voir tout ça, tout ce monde-là. Et surtout qu'il y a une ambiance, William, d'unité et de plaisir de se retrouver. Parce que ce sont des gens qui viennent des quatre coins des États-Unis, qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, qui étaient tous débités après le débat catastrophique de Joe Biden du 27 juin dernier, et que tout d'un coup, ont retrouvé cet enthousiasme-là. Hier, c'était quand même assez électrisant. Il y a eu des discours, une trentaine de discours. Vous savez, une convention, ça commence dans la journée, puis ça se poursuit tard dans la soirée. Hier soir, c'était même très tard dans la soirée. Et il y a toutes sortes de gens, des orateurs qui sont bons, d'autres orateurs qui sont soporifiques. Là. Vous avez de tout ici. Là. Et c'est quand même assez spectaculaire parce que moi, comme sondeur, William, j'aime mesurer ce que les gens disent, les intentions de vote, mais j'aime encore mieux comprendre l'émotion derrière le chiffre. Et c'est ça aujourd'hui qui nous permet de voir un peu cette ambiance-là assez électrique à la Convention démocrate. Tu as en fait anticipé sur une de mes questions, c'est parfait. Donc on va commencer par celle-là. C'est pas dans l'ordre, mais elle est parfaite. C'est justement depuis quelques semaines, on va voir Thomas va mettre la moyenne 538 à l'image. Ouais. On voit justement un écart qui se creuse peu à peu en faveur de Kamala Harris. Donc les courbes se sont croisées vu que Trump était en tête et donc maintenant on est presque à ces fameux 3 points d'écart. C'est important par rapport aux grands électeurs que l'écart soit large. Et lorsqu'on regarde les sondages, lorsqu'on regarde les meetings, tu sais, tu as vu là, cette tournée qui a été faite des États clés Detroit, Las Vegas, Phoenix, etc. On a on a le sentiment de cet enthousiasme. Et toi, donc, c'est ce que tu as vécu hier à Chicago. C'est vraiment ton sentiment que le Parti démocrate y croit? Oui, quoi, il faut dire qu'aujourd'hui, William, s'il y avait élection, Donald Trump gagnerait quand même. Parce que même si 538 donne une moyenne de plus 3 pour Kamala Harris, en bout de ligne, vous rappelez qu'en 2020, Joe Biden a gagné par 4,3 et il a gagné à la limite de 11 000 en Georgie, à la limite. Là. Ça prend au moins 4 points aux démocrates pour espérer gagner sur M. Trump. Mais ça, c'est l'état actuel des choses. Il y a eu un bouleversement de plus 3 à M. Trump après le débat, à plus 3 à Mme Harris à ce moment-ci. C'est un bouleversement quand même de 6 points, c'est énorme. Mais les conventions, William, moi, je suis allé regarder les conventions depuis 1964. Il y a eu 30 conventions, 15 républicaines, 15 démocrates. Les 15 démocrates, en moyenne, c'est un bond de 5 après la convention. Les républicains, c'est un bond de 3 en moyenne. C'est pour ça que vous entendez partout, en moyenne, c'est 4. C'est vrai, mais les démocrates ont toujours eu un peu plus d'impact parce que c'est plus émotif comme campagne, alors que la républicaine est toujours un peu plus noire, un peu plus une campagne, comme on l'a vu la dernière fois, on dénonce davantage, il y a moins d'optimisme dans la républicaine. C'est vrai aujourd'hui, mais c'était le vrai sous George Bush et compagnie. Juste pour rappeler aux gens qui nous écoutent, les 5 meilleures campagnes, ce sont des gens qui ont gagné les élections. C'est Bill Clinton en 92, plus 16. Imaginez, plus 16 d'augmentation. Jimmy Carter a obtenu en 76 sa première élection, pas la deuxième, bien sûr, à la première, plus 9. Et vous regardez comme ça, Richard Nixon en 72 a gagné avec plus de 16 des voix. Prenez les campagnes des gagnants, ceux qui ont fait les sauts les plus importants ont gagné ensuite la présidentielle. À l'inverse, les pires campagnes, je te la donne en mille, William. Quelles sont les pires campagnes depuis 1964 que démocrates et républicains convaincus, intégrés, un et l'autre? Ah, il doit peut-être y avoir Hillary Clinton dedans, non? Je sais pas, vas-y. Non, Hillary Clinton, ça a été moyen autour de 3 points. La pire, c'est John Kerry Oui, qui a ouais. fait la campagne à moins 1. Vous imaginez, le lendemain de la convention, c'est moins 1. C'était en 2000, si je ne m'abuse. Celle de Mitt Romney, ici en 2012, moins 1 également. Donald Trump, 2020, est dans les 5 pires campagnes, plus 2 en 2020. Parce qu'en 2016, il y avait eu un plus 4. Tout ça pour dire, là, c'est plein de chiffres, là, mais qu'après une campagne électorale, il y a toujours un mouvement à la hausse dans la grande majorité des cas. Si le mouvement est élevé, on s'enligne vers une élection présidentielle avec une majorité forte.
Et c'est ça aujourd'hui que les démocrates essaient de créer parce qu'ils ont un momentum important dans l'opinion publique, mais les Américains ne connaissent pas vraiment Kamala Harris. Ils ont 4 jours pour la présenter et aller chercher ces points supplémentaires là qui sont essentiels pour sa victoire. Et donc justement là, tu viens de parler du rebond et un des coups de génie volontaire ou involontaire de Joe Biden qui était là hier, ça a été justement le timing de son annonce parce que lorsqu'on regarde les chiffres des courbes de popularité de Donald Trump, on se rend compte qu'il n'a pas pu bénéficier en sortie, alors qu'on était après la tentative d'assassinat, en sortie de convention, il n'a pas pu bénéficier de ce rebond parce que ça correspond au moment de l'entrée en campagne de Kamala Harris. Donc, je vais revenir à l'origine de tout ça, du moins à ton d'origine sur les conventions. C'est pas ton premier bal, hein, soyons clairs. C'est pas ta première convention. Tu peux nous Non, raconter, non, non. ta première expérience. Ça remonte à quand ta première convention américaine? Moi, j'ai fait celle de John Kerry, justement. Celle de 2000, j'ai fait John Kerry. Puis à ce moment-là, c'était une convention, j'ai dit 2000, c'est 2004, John Kerry. J'ai fait cette convention-là. C'est assez particulier, mais le souvenir le plus grand qui m'habite, c'est que durant cette convention-là, j'ai parlé avec Barack Obama directement. Donc, j'étais dans les corridors. Barack Obama, c'était à ce moment-là, en 2004, la Rising Star, l'étoile montante. Il se présentait à Chicago et il était la personne qui donnait le discours le plus attendu. Et avant son discours, j'étais dans l'allée ici autour, comme je suis ici dans les allées, et il arrive avec une dizaine de personnes autour de lui. Je m'en vais le rencontrer pour discuter avec lui. Et je lui pose la première question. Non, la question qu'il pose en premier, d'où venez-vous? Je viens du Canada. Sa réponse, c'était, vous savez, le Canada, si proche géographiquement des États-Unis, mais si loin en termes de valeur. Quel début de conversation. Conversation assez fantastique. Et là, le petit jeune que j'étais, je lui pose la question. On me dit que vous voulez vous présenter à la présidence des États-Unis en 2008. Vous savez, William, les politiciens, je les connais bien, ils nous disent jamais de bonne réponse, là, c'est toujours approximatif. Lui, il dit, vous savez, si les électeurs de Chicago me font confiance, en 2008, j'irai à la présidence des États-Unis. C'était une clarté, là. Et là, tu voyais l'aura de l'individu à ce moment-là. Quand tu le rencontres, tu t'aperçois qu'il y a vraiment, cet homme-là a vraiment une éducation, il est extrêmement articulé, et surtout qu'il répond aux questions. C'était magique. Fait qu'à chaque convention, il y a toujours des phénomènes comme ceux-là où tu rencontres des gens. J'ai rencontré Joe Biden à la convention de 2008 au Colorado, qui était là, il était assis juste en arrière de moi. C'était vraiment la famille américaine parfaite, avec le sourire photogénique de Joe Biden, mais un homme extrêmement sympathique. Fait que c'est bien de les rencontrer, de sentir l'humeur, de voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que les conventions nous donnent des données qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. Alors, ce que tu viens de dire sur Obama, ça me fait penser. Donc, hier, il y a eu pas mal d'intervenants. Comme tu l'as dit, certains étaient plutôt soporifiques et d'autres étaient excellents. Parmi les excellents, celles et ceux qui ont réveillé la foule, il y a eu le discours de AOC à un moment. Et certains observateurs sur Twitter ont fait justement le parallèle entre le discours de AOC et le discours d'Obama en 2004. Je ne sais pas si on est dans la même montée en puissance, mais en tout cas, ça correspond à ce que tu viens de dire. Donc j'ai vu sur Twitter, avant qu'on parle des moments importants, où c'était sur LCN hier, tu nous as raconté les difficultés pour aller dans cette fameuse salle de conférence du United Center. Et on l'a vu aux images, en début de soirée, la salle n'était pas pleine. Elle s'est remplie à mesure. On a vu des histoires de délégués dont les bus ont été bloqués à cause des manifestations et qui ont dû finir à pied. Certains ne voulaient pas sortir des bus parce qu'ils avaient peur pour les conditions de sécurité. D'autres sont venus à pied. Toi, c'est quoi ton expérience physique de cette convention démocrate? Ben, vous savez, ma femme ne voulait pas que je vienne à Chicago, elle dit, il va y avoir un attentat. C'est l'inverse. C'est la ville la plus sécuritaire au monde. Il y a des milliers de policiers partout, des autobus et d'autobus de policiers. À mon avis, ça vient de partout des États-Unis, là. Et partout, il y a eu 7 guérites, là, avant que j'arrive ici, là. Il y a 7 moments où on me demande les passes. Vous voyez, je les ai ici, ces passes-là, qui valent très, très cher, là, d'être capable d'entrer. Ça, c'est la passe de journaliste, ça, c'est la passe d'accès à l'aréna directement, puis l'intérieur de l'aréna. Et forcément, la sécurité est partout à ce moment-ci, là. J'ai vu les services secrets. C'est drôle, ils sont secrets, les services, mais c'est indiqué services secrets sur eux. Vous avez l'armée qui est ici, avec les mitraillettes qui sont autour.
Vous savez, il y a tout ça parce qu'il y a aussi la peur des manifestants pro-Hamas là, ou pro-Palestiniens, pas pro-Hamas, pro-Palestiniens qui peuvent être autour. Là. Et d'ailleurs, je fais un lien avec Alexandria Ocasio-Cortez qui a fait un discours hier qui était électrisant, son discours, mais elle a fait un discours beaucoup plus centriste qu'elle l'était habituellement. Parce que c'est une radicale de gauche. Là. C'est quelqu'un qui veut de la gratuité scolaire, de la gratuité partout à certains moments. Et là, son discours s'arrange même sur le conflit palestinien et Israël, où elle a été très, très impliquée. Elle a plutôt félicité Joe Biden pour essayer de préparer un plan de paix plutôt que de le critiquer. Tout ça pour dire que ce que tu dis est vrai. Elle se prépare pour la suite des choses. Parce que c'est une candidate qui laisse personne indifférent. Mais il y a eu 3 citations, si tu me permets, William, hier, là, que je retiens. Le moment le plus important, c'est l'ovation à l'égard de Joe Biden. Parce que les gens qui sont ici, les délégués qui sont ici, puis les participants, ils ont tous appuyé Joe Biden. Et ceux qui ont été des délégués dans chacun des États, ils étaient ici pour Joe Biden. Et donc, il y avait comme une émotion, il y avait comme un passage du flambeau hier de Joe Biden à Kamala Harris. Et ça prenait ce moment de deuil-là hier soir qui était très émotif. Et surtout la phrase, la citation finale pour moi de Joe Biden quand il dit « J'ai fait de mon mieux pour mon pays ». C'est comme ça que s'est terminée la création. C'était très émotif, même si c'était très tard le soir. Il y en a 2 autres qui sont moins connus parce qu'on voit dans les journaux toutes sortes de gens. Il y a une représentante républicaine du Texas, Jasmine Crockett, qui a exprimé une phrase savoureuse. Elle a dit ceci: « Autant Kamala Harris a un CV, autant Donald Trump a un dossier criminel. » Excellent, ouais, rap shit, C'est ouais. savoureux, hein? Ouais. En une phrase. Et un moment, pour moi, le plus touchant, c'est quand on a vu 3 jeunes femmes monter sur scène, dont Mme Duval, qui était là, une petite jeune de 20 ans, qui disait qu'elle s'est fait violer à 12 ans et qu'elle a réussi, par son beau-père, qu'elle a réussi à se faire avorter. Elle habite au Kentucky. Elle dit aujourd'hui, je ne peux plus, sous la nouvelle loi du Kentucky. Ça pour dire, c'est des moments très touchants. Là. Au-delà de la politique, on voit les drames personnels que les gens vivent. Donc, c'est des moments qui sont très émotifs, avec des hauts et des bas émotifs. Chansons, musique, festivités, mais c'est très poignant comme événement. Nous avons fait vivre à nos spectateurs, on va encore le faire ce soir avec les Obama, avec Bernie Sanders. On a fait vivre hier soir en direct à nos auditeurs en essayant de traduire tout ça en français. Et ça a été vraiment même un moment pour moi qui a été difficile en termes d'émotion. Le spot filmé du témoignage de ce couple du Texas, puis après le témoignage du mari, le témoignage de la jeune fille sur le fait qu'il n'y a rien de magnifique, de beau d'être enceinte à 12 ans et que le parent soit son propre beau-père. C'était un moment extrêmement touchant. Donc c'est vrai ce que tu dis aussi, cette espèce de haut et de bas. Moi, si je pouvais reprocher quelque chose vu d'ici à cette première soirée de convention, c'est le flow de la chose. On a eu des moments très hauts avec justement l'ambiance qui monte, avec AOC, avec Jasmine Crockett, comme tu l'as dit, avec le syndicaliste Sean Fein. Et puis après, c'est un petit peu retombé en attendant que Hillary Clinton arrive. D'ailleurs, j'ai lu sur Twitter, sur ton compte Twitter, et j'invite à nos spectateurs à aller te suivre sur Twitter parce que tu fais vivre cette convention de l'intérieur. Tu as insisté sur ce moment d'Hillary Clinton. Est-ce que tu peux nous le raconter, comment tu l'as vécu? Ouais. Moi, je pense que c'est le meilleur discours à vie d'Hillary Clinton. Elle est pas mauvaise, mais souvent, c'est tellement rationnel que tu n'arrives pas à être touché. Hier soir, c'est différent parce que c'est la femme, la première candidate femme qui représentait un grand parti politique, qui avait été élue par le Parti démocrate et qui a failli à quelques voix à la fin. Fait qu'on sentait hier le moment où elle dit « Moi, j'ai pas réussi, mais j'ai ouvert la voie. » Parce que c'est grâce à Hillary Clinton qu'aujourd'hui, une Kamala Harris, c'est presque normal qu'une femme soit élue, ce qui est extraordinaire. Ou qu'une Nikki Haley aussi du côté des républicains. Elle a ouvert la voie à la possibilité de ces candidats-là d'envergure. Et la même chose ce soir avec Barack Obama, qui est le premier président noir. Mais aujourd'hui, Kamala Harris, qui est une femme noire, c'est comme normal. Et c'est là où on arrive. Ces 2 personnages-là ont ouvert la voie pour Kamala Harris. Puis aujourd'hui, la préoccupation des Américains, c'est pas la couleur de sa peau ou le sexe qu'elle a, c'est quelles sont ses idées. Et ça, c'est un pas en avant. On critique beaucoup la société américaine, là, mais elle a beaucoup avancé grâce notamment à Hillary Clinton et Barack Obama. Et Hillary Clinton, hier, elle a réussi à parler de ça, de l'évolution du mouvement féminin au sein
au sein de la société américaine et qu'on est prêt à passer le flambeau à Kamala Harris. C'est pour ça que ces discours-là, c'est au-delà des mots, au-delà du fait que c'est très scripté, là, au-delà de ça, il y a quand même des moments comme ça qu'on dit, bon, l'histoire passe par ici. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a remarqué dans l'émission, on en a parlé, et j'imagine que ce n'est pas passé inaperçu de ton côté, c'est que 8 ans après 2016, 8 ans c'est très peu, finalement le sujet que c'est une femme candidate n'est quasiment pas un sujet. Alors qu'en 2016, on parlait que de ça, ou presque. Là, cette fois-ci, même du côté républicain, on sent que du côté de Donald Trump, il y a un appel du pied un petit peu à la misogynie, mais globalement, ça ne choque plus personne, et tant mieux, ça ne choque plus personne que on ait une femme qui puisse arriver à la Maison-Blanche, alors que c'était un sujet dans 8 ans. C'est là qu'on voit la rapidité avec laquelle l'opinion américaine a évolué. C'est quelque chose que tu as remarqué aussi? Oui, exactement. Ça fait partie. Oui, il y aura toujours des critiques sur le fait et tout ça, mais c'est très mineur. Ça a peu d'impact. Même en sondage, nous, on l'avait mesuré que l'impact est minime. Là. Et si elle est là, elle est plutôt positive. Parce que quand on regarde l'intention de vote, elle mène de façon importante auprès des femmes, Kamala Harris. Elle a encore des problèmes auprès des hommes blancs, ou elle est nettement en arrière de Donald Trump, mais quand même, c'est un phénomène qui est accepté. Et ça, c'est beaucoup parce que c'est pas, même en France ou au Canada, on n'a pas eu de femme. Nous, on a une femme premier ministre au Canada. L'élection suivante, elle s'est faite ramasser, elle a été élue par intérim, là, non pas par l'électorat, puis ça n'a jamais vraiment fonctionné. On a eu une femme au Québec, Pauline Marois, qui était première ministre du Québec. Ça a duré 2 ans dans un gouvernement minoritaire. Donc, c'est encore très, très rare. Hein. Ça, il n'y a jamais eu de femme présidente. En France, il y a eu des femmes premiers ministres. En France, 2 fois, je pense. Hein. Été de Cresson et 2 fois. Donc, l'Amérique va ouvrir la voie à d'autres possibilités si c'est le cas. La question, c'est qu'il y a un préjugé favorable à l'égard de Kamala Harris. Est-ce qu'elle va être capable d'être à la hauteur des attentes? Et c'est pour ça que pendant le Congrès, les 3 jours, c'est pour exprimer qui est-elle vraiment. Elle se présente pour la première fois aux électeurs et jeudi, elle aura son discours à faire à ce moment-là. Parce que hier, William, moi de mon côté, hier, les orateurs ont parlé au Parti démocrate et aux partisans démocrates. Aujourd'hui, il faut qu'ils parlent davantage au peuple américain. Fait que oui, c'est beau, il y a tout et c'est pour ça que Joe Biden et Hillary Clinton, c'est vraiment, les gens, on se parle entre eux puis on s'encourage. C'est bien, c'est fait. Dans les jours suivants, et c'est ça le discours, j'écoutais David Axelrod, qui est l'ancien stratège de Barack Obama, qui disait ça, que Obama, son travail, c'est de dire la page est tournée. Maintenant, on se tourne vers Kamala Harris. Le passé, Joe Biden, Hillary Clinton, tout ça, c'est fait. Là. On passe à l'avenir. C'est ça l'esprit de son discours ce soir. Je devrais rappeler celui de 2016. Ce qu'il disait, c'est que 2016, quand il passait le flambeau à Hillary Clinton, il essayait justement d'aller vers l'avant. Il va réessayer ce soir avec son discours de c'est fini la division aux États-Unis, c'est fini, on n'est pas blanc, on n'est pas noir, on n'est pas latino, on n'est pas espagnol, on n'est pas de l'Ouest, on n'est pas de l'Est. We are the United States of America. Nous sommes les États qui sont unis. Donc, on verra la portée de son discours. William, Barack Obama est celui qui a obtenu le plus de voix comme président de l'histoire depuis Lyndon B. Johnson. En 2008, il a obtenu 53% du vote. C'est la plus large coalition que les démocrates ont obtenue depuis l'élection de 1964 de Lyndon B. Johnson, qui avait obtenu 61%. Pendant ce temps-là, pendant les autres élections, les 13 autres élections, jamais on a obtenu le 53%. C'est lui qui est capable d'aller chercher la coalition la plus large possible. Et j'ajouterais, si tu me permets, Michelle Obama, qui est encore plus populaire. Son taux de popularité de 58%. C'est la personnalité politique la plus populaire des États-Unis, républicains et démocrates confondus. C'est eux ce soir qui vont parler au peuple américain. Tu nous as bien mis la table, comme on dit au Québec, pour notre soirée en direct. Nous serons encore en direct, effectivement, les 2 moments les plus importants, même s'il y a d'autres intervenants. Je vous ai parlé de Bernie Sanders, il va y avoir aussi l'ancienne responsable de la communication de Melania Trump, une républicaine, qui va donc venir parler pour appeler Stephanie Grisham pour appeler à l'élection de Kamala Harris. Mais le moment le plus important, évidemment, ça sera Barack Obama et Michelle Obama. On n'est pas certain de l'ordre, mais en tout cas, ça sera dans ce sens-là. L'ironie de la chose, lorsque tu expliques à raison
que la convention va être l'opportunité à Kamala Harris de se présenter au public, on se dit quand même c'est pas totalement une inconnue. Elle a été pendant quasiment 4 ans vice-présidente, elle a été candidate à l'investiture démocrate, elle a été sénatrice. C'est rare, non, cette deuxième chance de se représenter? Oui, c'est ça. Et surtout qu'elle a quand même un CV assez étoffé là, comme personne. Par contre, on ne connaît pas ses positions sur les enjeux clés. Et actuellement, l'avantage de Donald Trump, c'est que sur l'économie, sur l'inflation, sur l'immigration et même sur la sécurité, il est davantage perçu, mieux perçu que Kamala Harris, qu'elle est mieux perçue sur les questions plus sociales d'avortement et de la santé. Donc, les Américains s'attendent à avoir une vision plus claire. Elle a commencé vendredi sa position sur l'inflation, la gestion de l'augmentation des prix, mais les Américains s'attendent à plus. Fait que c'est pas juste de présenter comme personne, mais quel type de présidence va-t-elle être? Qu'est-ce qu'elle promet aux Américains? J'ai dit souvent, William, les électeurs ne votent pas pour les candidats, ils votent pour eux. Ils votent pour eux quand ils arrivent. C'est l'utilité qu'un candidat a pour eux. Et les enjeux actuels, les démocrates ne donnent pas encore de réponse claire sur pourquoi on serait mieux sous la présidence démocrate que républicaine. C'est ça, à mon avis, se parler aux Américains. Et c'est leur travail ce soir et au cours des prochains jours. Alors j'ai une dernière question pour toi. Déjà, je sais, parce que je t'ai promis, je sais que tu as une journée extrêmement chargée et on apprécie ton intervention dans cet emploi du temps. D'ailleurs, peut-être, je ne sais pas ce que tu fais demain, mais on peut peut-être imaginer le même moment. Mais la question que j'ai, parce que je sais que tu es un observateur affûté de la politique américaine, c'est que pour moi, hier, le thème général, je l'ai dit plusieurs fois lors de notre direct, c'est la réappropriation de thèmes qui étaient d'habitude pris par la droite américaine. Il y a eu tous ces appels à USA, USA, les panneaux USA, 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 c'est des choses qu'on voyait plutôt du côté républicain, et puis tout le thème de la liberté. Le parti de la liberté individuelle, pendant des années, c'était le parti républicain. On est d'accord. Qu'est-ce que tu en fais de ce nouveau positionnement démocrate pour devenir ce parti que n'est plus MAGA? Oui, c'est extrêmement important ce que tu mentionnes là, qui est plus MAGA. Et c'est pour ça que le thème, c'est Forward, pour le futur, le New Future. Là, c'est ça un peu qui est le thème de ces événements-là, pour dire qu'on est en contraste par rapport à Make America Great Again. Là, fait que c'est ça. Une anecdote là-dessus, j'étais ce matin en entrevue live télé, et tout d'un coup, à la convention qui était derrière moi, la musique de Beyoncé, Freedom, très, très forte. J'ai dû arrêter l'entrevue parce qu'ils l'ont lancé. Ça veut dire qu'ils se pratiquaient pour ce soir. À mon avis, qu'il y aurait cette musique-là. Je ne sais pas, une des rumeurs, c'est que Beyoncé serait même présente. On ne l'a pas vu encore. Là, on ne sait pas parce que, si elle sera là, parce qu'il y a toujours des surprises dans ce type de convention-là, à tous les jours. Là. Fait qu'on verra. Mais tu as tellement raison, parce que le patriotisme américain, il est extrêmement fort, encore plus fort que ce qu'on trouve en France ou ce qu'on trouve au Canada. Ici, chacun a son drapeau américain, ou presque dans sa cour. Là. Puis quand on parle des valeurs américaines, puis USA, là, ça vient chercher les gens. Hier, par exemple, ils ont amené l'instructeur du basketball qui a gagné, de l'équipe américaine de basketball qui a gagné la médaille d'or. Il y avait tout le patriotisme américain qui, normalement, est très républicain, là, cette attitude-là, mais que les démocrates ressentent aussi. Fait que c'est ce qu'ils essaient de faire, de montrer que ce ne sont pas des gens contre l'Amérique, mais et qui aiment l'Amérique. Et l'USA, là, c'est, vous savez, l'hymne national américain, tous les éléments autour aussi, là, nous, on voit ça un peu comme étant quelque chose qui est un peu de la fanfaronnade, là, mais dans la réalité, là, ça vient toucher les lecteurs américains. Fait que le USA, vous allez le voir, là, tout azimut. Les Américains, là, se pensent le peuple élu. Hein. Entre vous et moi, là, ils sont toujours number one partout dans le monde. Et depuis une vingtaine d'années, depuis les attentats du 11 septembre, ils ne sont plus number one. Et ça vient les chercher en dedans d'eux. Et Donald Trump, c'est une des cordes sensibles qu'il a réussi à aller chercher. Les démocrates essaient de marquer des points là-dessus aussi. Ouais, ils attaquent Donald Trump sur ce qui était sa force, ce qui était un des points qui avait été théorisé par Karl Rove, qui soutenait George Bush. Tu parlais de 2004, c'était par exemple d'attaquer John Kerry sur son service militaire, qui était sa force prétendue, et de la transformer en faiblesse. Écoute, je te remercie au nom de tous nos auditeurs d'être passés parmi nous. Je vais évidemment te souhaiter une soirée fantastique. Ça va être un énorme moment. Barack Obama
ça va être un énorme moment. Michelle Obama, ça va être un énorme moment. Tu vas te régaler, je le dis presque avec une pointe de jalousie dans la voix. J'invite évidemment tout le monde à aller suivre ton compte Twitter pour X, pour vivre avec toi ce moment-là. Et puis on va se contacter, on va voir si c'est possible de trouver notre petit créneau, si tu as le temps et la générosité et la gentillesse On va de nous essayer. l'offrir. C'est toujours un plaisir. Ouais, ben, vraiment, c'est un plaisir partagé pour que tu nous viennes justement nous raconter ce qui va se passer ce soir. Merci beaucoup, Jean-Marc. À très vite, en tout cas. Merci. Au plaisir. Au revoir, William. Au revoir, Zéphine. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.